Bien, nous allons reprendre. Pas que je parle trop fort, je risque de me réveiller. C'est quand même embêtant. Alors, oui, quand même un mot sur Naudet, parce que on lui doit, dans cette instruction à la France sur la vérité de l'histoire des frères de la Rose-Croix, on lui doit la formulation de ce qu'il appelle lui-même un axiome. Et à dire vrai, j'ai envie d'appeler ça un principe plus simplement, mais enfin bon, appelons ça le principe ou l'axiome de Naudet, dont voici l'énoncé. Il n'y a jamais eu opinion si absurde, proposition si erronée, maxime tant ridicule qu'elle ne trouvait place dans la creuse cervelle de quelques esprits fantasques et disloqués, par l'obstination desquels elle se glisse plus facilement entre les bras de ceux qui reçoivent toutes sortes d'extravagances sous le passeport des nouveautés. Alors vous pouvez au moins retenir le passeport des nouveautés, je trouve ça merveilleux. Donc, je mettrai en ligne cet axiome de Naudet. Et, bon, il n'y a pas de copyright dessus, donc on peut tout à fait en faire état. Alors, la créature historiographique que l'on appelle le problème de l'âne de Buridan, il y a un problème quand même, a un passé chargé et équivoque. On y parle d'une situation symétrique. L'agent, qui en l'occurrence ne fait rien, n'est-ce pas, mais enfin, l'agent, quel qu'il soit, c'est-à-dire vous allez voir que l'âne peut, quel qu'il soit, est à égale distance de deux objets. Tantôt, cependant, avec des termes identiques, alors ça peut être deux prés, deux bottes de foin, deux mesures d'avoine de même force, tantôt avec des termes différents, un aliment, une boisson, une mesure d'avoine, un seau d'eau. Et quant aux protagonistes, ce sont tantôt des hommes, tantôt d'autres animaux, principalement des chiens, jamais des ânes, y compris chez Buridan. Création historiographique, le problème de Buridan a eu un rival authentique, lui, qu'il a su éclipser, c'est le problème des dates de Razali, qui est rapporté par Averroès dans le Tahafut, la Destructio Destructionis, en français la réfutation de la réfutation, en anglais The Incoherence of the Incoherence, donc la réfutation par Averroès de la réfutation des philosophes par Al-Razali. On connaît ce problème des dates par Averroès. L'âne a eu du succès et pas les dates. Alors, est-ce que l'âne a mangé les dates? J'en sais rien, mais enfin, en tout cas, non, je crois que si le problème des dates n'a pas eu le succès enfin tout est relatif, mais enfin, s'il n'a pas eu le succès de l'âne de Buridan, c'est peut-être parce que Razali nous propose un happy end et qu'on n'aime pas ça en philosophie. L'homme qui désire à la fois, car c'est un homme, donc c'est une créature rationnelle et raisonnable, l'homme qui désire à la fois deux dates qui semblent parfaitement identiques et ne peut les prendre toutes deux ensemble, finit par en prendre une et la manger, alors que l'âne de Buridan meurt d'inanition. Donc en fait, il faut distinguer, je crois, le problème du chien de Buridan, la version canine d'un vieux problème d'Aristote, sur lequel je reviendrai dans un instant, le problème de l'âne de Buridan, qui est une création post-médiévale apparemment, et le problème des dates d'Algazel, les deux derniers pris à la lettre ayant en commun de proposer une alternative entre termes identiques. Leibniz évoque à plusieurs reprises donc l'âne de Buridan. Dans les nouveaux essais,
livre 2, paragraphe 15, il critique ceux qui, parlant de la liberté, ne prennent pas garde aux impressions insensibles, à ce qu'il appelle les petites perceptions, ce qu'on appellerait aujourd'hui les perceptions inconscientes, qui sont capables de faire pencher la balance et qui s'imaginent, donc ces gens qui ne prêtent pas assez attention aux motifs inconscients, perceptions inconscientes, aux petites perceptions, capables donc de faire pencher la balance dans un sens plutôt que dans un autre, s'imaginent une entière indifférence dans les actions morales, comme celle de l'âne de Buridan, mi-partie, divisée en deux parties, pas mi-partie, entre deux prés. Dans la Théodicée, première partie, paragraphe 49, il explique contre Bayle que le cas de l'âne de Buridan entre deux prés, également porté cet âne l'un à l'autre, l'un et à l'autre, vers un pré, vers l'autre, est une fiction qui ne saurait avoir lieu dans l'univers, c'est-à-dire dans l'ordre de la nature. C'est très intéressant. Ce n'est pas l'âne qui pose un problème en tant que tel, n'est-ce pas? C'est l'univers qui ne saurait être mi-partie, divisé en deux, par un plan tiré, dit Leibniz, par le milieu de l'âne, n'est-ce pas? Coupé verticalement suivant sa longueur, en sorte que tout soit égal et semblable de part et d'autre, des parties de l'univers jusqu'aux viscères du pauvre animal. Selon Nicolas Recher, l'argument n'a aucun rapport avec le problème de l'identité des indiscernables, mais pour Concha Roldan Panadero, qui est une éditrice, traductrice de Leibniz en espagnol, au contraire, ce que, en réalité, Leibniz considère comme une chimère impossible, opposée au principe d'individuation ou des indiscernables, c'est l'existence de deux êtres absolument identiques dans la réalité, c'est-à-dire deux plans de réalité absolument identiques entre lesquels je serais littéralement divisé par le milieu de mon être. C'est ce qui rapproche donc le problème de l'âne de Buridan du problème des dates d'Algazel, qui sont supposées semblables, maximalement semblables, parfaitement semblables, l'histoire ne le dit pas, et c'est ce qui distingue le problème de l'âne de Buridan du problème du chien de Buridan, qui a le choix entre pâté et boisson, donc les deux moitiés de l'univers ne sont pas semblables. Et Leibniz de conclure, il y aura donc toujours bien des choses dans l'âne et hors de l'âne qui le détermineront à aller d'un côté plutôt que de l'autre, quoi qu'elles ne nous paraissent pas. Dans la troisième partie, il évoque l'article Buridan du dictionnaire de Bayle, qu'il cite au paragraphe 304 de la Théodicée, avant de reprocher à Bayle, précisément, de n'avoir pas trouvé la véritable réponse qui satisfait au sophisme de Buridan, qui est que le cas du parfait équilibre entre deux moitiés de l'univers est impossible, l'univers ne pouvant jamais être mi-partie, en sorte que toutes les impressions, toutes les qualités soient équivalentes de part et d'autre. Bon, ce n'est pas ce reproche que Schopenhauer adresse à Bayle. C'est celui de parler sans avoir lu, ce qui est assurément excessif. Mais l'essai sur le libre arbitre, dont nous avons fait état dans les séances précédentes, de Schopenhauer, n'en contient pas moins une intéressante leçon ou pseudo-leçon de philologie. Schopenhauer, on l'a vu, soutient avec, dit-il, tous les penseurs vraiment profonds de toutes les époques dont il est. Donc, la nécessité d'évolution sous l'influence des motifs. Donc lui soutient que la volonté est nécessitée absolument par les motifs. Rappelez-vous l'homme de 18 heures dans l'exemple que nous avions pris ici. Donc la nécessité des volitions est donc le rejet du libre arbitre. Le symbole de cette grande vérité, donc que l'homme est nécessité dans sa volonté, est, dit-il, l'âne de Buridan. Cet âne de Buridan que l'on cherche toujours en vain dans les ouvrages qui nous restent sous le nom de ce sophiste. Schopenhauer fait deux reproches à Bayle, dont l'article Buridan dans le dictionnaire historique est, dit-il, et ça c'est vrai d'une certaine façon,
est la base de tout ce qui a été écrit sur cette question. C'est vrai que tout le monde a pioché dans Bayle des informations sur l'âne de Buridan pendant des décennies. Donc, Schopenhauer dit que Bayle dit très inexactement qu'on ne connaît de Buridan que le sophisme de l'âne, que personne n'a vu. Alors que, dit Schopenhauer, tout un in quarto est rempli de sophismes. Et il a acheté, Schopenhauer, un livre ancien qui contient les sophismes de Buridan. Mais par ailleurs, donc Bayle ignore que Buridan a fait autre chose qu'un sophisme de l'âne que personne ne trouve. Il a fait un livre de sophisme, mais Bayle ignore aussi manifestement que le supposé âne de Buridan, qui est devenu l'expression typique et symbolique de la grande vérité pour laquelle Schopenhauer combat, est, dit-il, beaucoup plus ancien que Buridan. Et donc c'est là que Schopenhauer va nous donner une petite leçon d'histoire et qui est toujours intéressante. Selon Schopenhauer, l'âne se trouve déjà chez Dante, dans le Dante Comédie, qui concentrait en lui toute la science de son époque et qui vivait avant Buridan. Le poète, écrit-il, qui ne parle pas d'âne mais d'homme, commence le 4e livre de son Paradiso par le tercet suivant. Entre deux mets placés à pareille distance, tous deux d'égal attrait, l'homme libre balance, mourant de faim avant de mordre à l'un des deux. Avant Dante, poursuit Schopenhauer, il y a Aristote lui-même, qui exprime déjà cette pensée lorsqu'il dit dans le D'échelot 2.13 « Il en est comme d'un homme ayant très faim et très soif, mais se trouvant à une distance égale d'un aliment et d'une boisson, nécessairement il restera immobile. » Buridan, nous dit Schopenhauer, qui ne rate jamais l'occasion de dire une méchanceté, Buridan, qui a emprunté son exemple à cette source, n'a rien inventé. Il s'est contenté de mettre un âne à la place de l'homme, simplement parce que c'était l'habitude de ce pauvre scolastique de prendre pour exemple Socrate, Platon ou Asinus. Bien, alors la référence à Dante est exacte. On voit en effet surgir au début du chant 4 du Paradis un homme et deux aliments, un agneau et deux hurlements de loup, et un chien et deux daims. Entre deux aliments, alors c'est le premier, intra due cibi distanti moventi d'un modo prima si morre di fame che liberomo l'un recasse ai denti. Entre deux aliments à même distance et de même attrait, l'homme libre mourrait de faim avant de porter les dents sur l'un des deux. Alors, ainsi resterait immobile un agneau entre deux loups affamés, qu'il craindrait également, ainsi un chien entre deux daims. Dante, au début du chant 4 du Paradis, face à Béatrice, qui est apparue au chant 1er du Paradis, est partagé entre deux questions. Il a envie de poser deux questions à Béatrice. Il est tenaillé par deux doutes en langage scolastique qu'il n'arrive pas à formuler, ne sachant par lequel commencer. Alors, nous les connaîtrons, ces doutes, nous les connaissons grâce à Béatrice, qui, lisant dans les yeux de Dante, nous les révèle et les lui révèle en les lui représentant plus exactement. Avant cela, Dante se peint lui-même clivé, divisé en deux, muet par nécessité, figé entre deux désirs qu'il ne peut réaliser en même temps.
Donc, c'est ce que vous avez sous les yeux. Je cite, parce que j'aime bien citer les vieilles choses, la traduction de Lamennais, 1782-1854, dans l'édition Didier de 1863, qui est accessible en ligne, mais bien sûr, vous avez une traduction moderne et philologiquement plus précise, et d'ailleurs non sans beauté, qui est due à la regrettée Jacqueline Risset, La Divine Comédie Le Paradis, qui était parue chez Flammarion et que vous trouverez à la page 47 donc, du 3e tome de La Divine Comédie, traduction Risset, R-I-2-S-E-T. Donc, voilà, donc si donc je me taisais, dit Dante, qui est quoi, n'est-ce pas, face à Béatrice, il voudrait parler, il n'y arrive pas, suspendu entre des doutes égaux, je ne m'en accuse ni ne m'en loue, puisque c'était une nécessité. Je me taisais. Mais mon désir était peint dans mes yeux, et par eux je demandais plus ardemment que par des paroles. Béatrice répond à ce regard. Je vois, dit-elle, comment t'attire l'un et l'autre désir, de sorte que, se liant lui-même, ton souci ne peut s'exhaler au dehors. Ainsi, tu argumentes. Alors voilà le premier doute, la première question que voudrait poser Dante et qu'elle lit dans ses yeux. Si le bon vouloir dure, par quelle raison la violence d'autrui diminuerait-elle la mesure de mon mérite? Autrement dit, si je suis contraint de l'extérieur, par l'extérieur, à faire ce que je ne veux point, est-ce que mon mérite en est pour autant diminué? Rappelez-vous l'affaire des 2 tireurs chez Chisholm, celui qui appuie sur le doigt du premier et déclenche le tir. Te donne encore sujet de douter l'apparent retour des armes aux étoiles selon la doctrine de Platon. Ce sont là les questions qui poussent également ton vouloir. Et d'annoncer, donc, eh bien, je vais répondre à tes questions que tu n'arrives pas à me poser, puisque les deux, au fond, se font bataille en ton esprit et réclament l'une l'autre de venir à la première place. Je traiterai premièrement de celle qui a le plus de fiel, alors, entendons celle qui a donné lieu aux erreurs les plus dangereuses, et qui est la doctrine platonicienne du retour des âmes aux étoiles amies, exposée dans le Timée, avec les prolongements cosmologiques et eschatologiques que connaissent tous les lecteurs d'Albert le Grand, par exemple, dont Dante lui-même. Alors, voilà pour la référence à Dante. La référence à Aristote, eh bien, Schopenhauer a raison. Le Deschello 2.13 295b 29.35 est à coup sûr la source du dilemme de l'âne, comme il l'est en tout cas du premier tercet du chant 4 du Paradis. Pour illustrer la thèse de ceux qui, soutenant que l'endroit où nous sommes n'est pas le lieu naturel de la Terre, et que celle-ci demeure immobile, non pas parce qu'elle a atteint, parce qu'elle est placée, sise en son lieu naturel, mais parce qu'elle est soumise à la nécessité qui résulte de son équilibre par indifférence, on trouve l'exemple zoologiquement neutre, c'est un affamé et un assoiffé. Alors nous savons d'expérience que c'est en général un homme quand même, voire une femme, mais bon, ici, il est simplement dit un affamé et un assoiffé, bon, mais quelqu'un qui a soif, quelqu'un qui a faim, qui est mi-parti entre un aliment salvateur et une boisson réparatrice, n'est-ce pas, et qui pourtant demeure immobile. Donc cet exemple est donné dans le Deschello aux côtés de l'exemple que je considère comme le saint patron des exemples capillotractés, à savoir le célèbre cheveu très fortement tendu qui, l'étend partout d'une manière égale, ne se rompra jamais. Il y a ça dans le Deschello, un cheveu qui est tiré à égalité, n'est-ce pas, très fortement tendu d'une manière égale en tout point, ne peut pas se rompre. Si ça n'est pas tiré par les cheveux, eh bien, en tout cas, pour l'homme,
Traduction de Paul Moreau, la plus élégante. Celui qui, affligé d'une faim et d'une soif très vives, mais également intenses, se trouve à égale distance des aliments et des boissons, lui aussi demeurera nécessairement immobile. Donc, dans ces deux sources, enfin, à ces deux sources léguées par Schopenhauer, qui sont parfaitement exactes, avant Buridan, manque quand même, rendons à César ce qui est à César, le texte où Buridan pose au nom du chien le problème d'Aristote qui deviendra le problème de Buridan. Et ce texte, c'est le commentaire du Deschelot, comme on peut s'y attendre. Buridan a commenté le Deschelot d'Aristote, et dans ce commentaire, eh bien, il y fait allusion aux cheveux, n'est-ce pas, qui entre-temps est devenu un fil. C'était un Picard, donc il devait avoir, enfin pas le cheveu, mais Buridan, qui peut-être avait des connaissances dans le domaine des filatures, je ne sais pas, mais enfin, en tout cas, le cheveu est devenu un fil, et celui qui est affligé d'une faim et d'une soif très vive, mais également intense, est devenu un chien. Sinon, c'est exactement la même chose. Donc, âne ou pas, chien ou pas, cheveux ou fil, Schopenhauer n'apprécie pas la position de Leibniz. Il y a au fond, dit-il, 3 solutions au problème du libre arbitre. La première consiste à rejeter le libre arbitre. C'est la bonne thèse, selon Schopenhauer. C'est celle des esprits profonds qui soutiennent la nécessité des volitions, c'est-à-dire que nos volitions sont nécessitées par nos motifs, donc les volitions nécessitées sous l'influence de motifs. La deuxième consiste à admettre le libre arbitre. C'est, dit-il, la position de la grande et incalculable majorité de la multitude, incapable de penser et livrée tout entière à l'apparence et aux préjugés. Et il y a une troisième solution, ou plutôt pseudo-solution, qui consiste à finasser. Et c'est celle des esprits timides. Donc, pas les courageux, pas les imbéciles, mais les pusillanimes, les timides. En l'occurrence, celle de Leibniz. J'aime beaucoup Schopenhauer, mais là, quand même, bon. Enfin, dont l'essai brosse un portrait philosophiquement peu flatteur. Je cite, « Il existe encore un parti moyen, celui des esprits timides, qui, se sentant embarrassés, louvoient de côté et d'autre, reculent le but pour eux-mêmes et pour autrui, se réfugient derrière des mots et des phrases, ou tournent et retournent la question si longtemps qu'on finit par ne plus savoir de quoi il s'agit. » Tel a été autrefois le procédé de Leibniz, qui était bien plutôt un mathématicien et un polygraphe qu'un philosophe. Et Pan. Et de préciser dans une note pour le moins pointue quand même, c'est la correspondance de Leibniz avec Coste, œuvre philosophique, édition Erdmann, page 447, qui nous montre le plus clairement combien ses idées étaient peu arrêtées à ce sujet. On en trouvera une autre preuve dans la Théodicée, paragraphes 45 à 53. Alors, certaines rencontres philosophiques sont inattendues. On n'imagine pas, enfin je n'imaginais pas personnellement, celle de Schopenhauer et de Chisholm. Mais cela confirme l'importance de la lettre à Coste. Schopenhauer lit dans cette lettre de Leibniz à Coste l'indécision théorique de Leibniz. Chisholm y trouve, lui, la proposition test, un sophisme meilleur que l'introuvable sophisme de l'âne de Buridan, pour tester la validité de la théorie de la nécessitation des volitions. Autrement dit, cette proposition P, dans toutes ces circonstances prises ensemble, je choisirais de sortir.
Alors, considérons un instant l'analyse de Chisholm. Telle que l'entend Chisholm, la solution de Leibniz au problème posé à l'aide de la proposition P consiste à dire que, en un certain sens, des termes nécessaires et contingents, la proposition P, dans toutes ces circonstances prises ensemble, je choisirais de sortir, peut être dite contingente et donc pas nécessaire, mais qu'en un autre sens des termes nécessaires et contingents, elle peut être dite nécessaire et donc pas contingente. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Il y a deux sens de nécessaire et de contingent. Quels sont ces sens? Leibniz nous dit, et non sans l'avoir lu et non sans raison évidemment, Chisholm, Leibniz distingue nécessité logique et nécessité causale. En un sens, P va être dite contingente, elle peut être dite contingente. Dans l'autre, elle peut et doit être dite nécessaire. Le sens où la nécessité peut être dite contingente ne réside pour Leibniz que dans le seul fait que sa négation n'implique pas de contradiction logique. La nécessité, la proposition, excusez-moi, la proposition peut être dite contingente, j'ai fait une erreur dans mon handout. Le sens où la proposition peut être dite contingente ne réside pour Leibniz que dans le seul fait que sa négation n'implique pas de contradiction logique. Le sens où la proposition peut être dite nécessaire consiste dans le fait que, puisque rien n'arrive jamais sans cause ou raison déterminante, ce qu'on a vu, nihil est sine ratione, il n'y a rien qui soit sans raison, eh bien, cette proposition est causalement nécessaire. Et Chisholm cite donc toutes les fois que dans toutes les circonstances prises ensemble, la balance de la délibération est plus chargée d'un côté que de l'autre, il est certain et infaillible que ce parti l'emportera. Donc le sens où la proposition peut être dite contingente, le sens où elle peut être dite nécessaire. Vous voyez, corrigez ce qui est écrit sur l'écran faussement. Donc, nécessité logique, nécessité causale. La proposition P est contingente parce qu'elle est logiquement contingente. Elle est en revanche nécessaire du fait que rien n'arrive sans raison déterminante. Chisholm rejette cette solution. Pourquoi? Solution qui, dans les termes de Schopenhauer, est moyenne, effectivement. On dit, ouais, d'un côté, c'est contingent, de l'autre, c'est nécessaire. Bon. Il rejette cette solution parce que, selon lui, P, la proposition P, dans les deux cas, peut être considérée comme contingente. Donc, ce n'est pas que seulement dans un sens logique qu'elle va être dite contingente et pas dans le sens causal. Dans les deux cas, la proposition P peut être dite contingente, au niveau logique comme au niveau causal. Si ce que nous avons dit est vrai, dit Chisholm, la proposition, dans toutes ces circonstances prises ensemble, je choisirais de sortir, peut être contingente aussi bien causalement que logiquement. Il faut donc trouver une justification plus satisfaisante de la théorie de l'inclination non nécessitante que celle qu'en donne Leibniz, son inventeur, et c'est ce que fait Chisholm en proposant sa propre analyse. Incliner signifie apparemment causer. Ne pas nécessiter signifie apparemment ne pas causer. La formule incliner sans nécessité paraît bel et bien contradictoire, puisqu'elle revient à causer sans causer. Cause toujours, n'est-ce pas? Mais bon. Alors,
comment échapper à la contradiction? C'est pour résoudre ce problème et argumenter efficacement la thèse de l'inclination non nécessitante que Chisholm prenait l'exemple du fonctionnaire induit en tentation que nous avions évoqué au début de l'année. Vous vous rappelez sans doute que dans la situation dépeinte le 6 janvier, digne, je dirais, d'un scandale dans le milieu du football, n'est-ce pas? Pensez à l'affaire olympique de Marseille. Il y a un Marseillais dans la salle et je le fixe du regard. OM Valenciennes de 1993, eh bien, bon, c'est un scénario tout à fait comparable à celui du fonctionnaire induit en tentation. Le fonctionnaire de Chisholm était supposé capable de résister à la tentation de tout faire pour qu'un pot de vin soit versé, c'est-à-dire dissimulé derrière son garage, n'est-ce pas? Mais était présenté comme incapable de résister à la tentation de ne rien faire qui puisse empêcher ce pot de vin d'être versé. Donc la solution de Chisholm consiste à traduire la situation en termes leibniziens. Donc, étant donné les propositions suivantes, X peut résister à la tentation de faire quelque chose pour que A, donc la remise du pot de vin, arrive. Deuxième phrase, X peut résister à la tentation de permettre que A arrive. Permettre que A arrive. C'est-à-dire résister à la tentation de ne rien faire qui puisse empêcher l'arrivée de A. Donc voilà les deux propositions. Si l'on suppose que, nous dit Chisholm, si on suppose que X a le désir que A arrive et a ainsi un motif M pour faire que A arrive, on doit dire que ce motif nécessite X à agir si, en raison de ce motif M, la phrase 1 est fausse. En revanche, le motif M peut être dit incliné si, en raison du dit motif, 2 est fausse. Le motif M sera dit incliné X à agir sans le nécessiter à agir, bref, incliné sans nécessité, si en raison de M, 1 est vérifié, vrai, et 2 falsifié, faux. Voilà la thèse de Chisholm. Alors, quelques remarques sur cette solution. L'expression « en raison de M », vous voyez, si l'on suppose que X a le désir que A arrive et a ainsi un motif M pour faire que A arrive, on doit dire que ce motif nécessite X à agir si, en raison du dit motif, 1 est faux. Bon. L'expression « en raison de M » ne me paraît pas très heureuse. Il faut sans doute, il vaudrait mieux dire ceci, le motif M, la part du gain, le désir de faire construire un garage plus grand, enfin que sais-je moi, le motif M sera dit incliné sans nécessité si M ne suffit pas à falsifier 1. C'est-à-dire présenter les choses de la manière quasi opposée à celle que choisit Chisholm. Ça veut dire que le motif n'est pas assez attrayant, n'est pas assez fort pour que, en raison de M, c'est-à-dire du fait de la faiblesse de M, 1 soit faux. Et si M suffit à vérifier 2, c'est qu'il est d'une nature telle ou suffisamment faible ou peu attrayant pour que, en raison de M, c'est-à-dire de la faiblesse de M, 2 soit vrai. Quoi qu'il en soit de ces acrobaties, la thèse n'a d'intérêt que si la proposition 1 vaut pour tous les motifs. C'est-à-dire que X peut résister à la tentation de faire quelque chose pour que A arrive. Autrement dit, si l'homme a toujours le pouvoir de résister à la tentation de faire qu'un événement arrive. Si nous n'avons pas toujours ce pouvoir, alors ce n'est pas la peine de continuer à discuter. Ce pouvoir n'est pas celui de pouvoir
agir autrement, hein, c'est plutôt celui de s'abstenir d'agir, c'est-à-dire celui de ne pas consentir à ce que le désir ou la situation implique. Vous voyez, je n'ai pas toujours la possibilité de faire autre chose, mais j'ai au moins la possibilité de ne pas faire quelque chose, la possibilité de m'abstenir, hein, de résister, c'est ce qu'on appelle résister à la tentation, hein, tout bêtement. Ce pouvoir n'est pas celui de pouvoir agir autrement, c'est plutôt celui de s'abstenir d'agir, ne pas consentir à ce que le désir ou la situation implique. Donc il ne réclame pas que je sois maître de mes désirs, je peux être submergé par mes désirs. Il ne réclame pas que j'ai le choix de mes désirs. Qui a le choix de ses désirs, hein? Mais seulement que j'ai le pouvoir de résister à mes désirs, sans avoir pour autant le pouvoir d'empêcher mes désirs de naître. Cette capacité de résistance au désir est la seule chose qui compte pour définir l'agent comme responsable. Il y a une gradation, hein, sur l'échelle des capacités définies à l'aide du quadrangle qu'on avait introduit au début du semestre. La tentation de ne rien faire pour que quelque chose n'arrive pas n'est pas la tentation de ne rien faire pour que quelque chose arrive. D'où une double question. Sommes-nous libres de résister à la tentation? Alors, sommes-nous libres de résister à la tentation? Sommes-nous libres de ne pas vouloir ce que nous voulons au moment où nous le voulons? C'est ça le problème. Et deuxième question qui nous est suggérée par cet ensemble d'analyses, peut-on mettre sur le même plan désir, croyance et volonté? Parce que j'ai fait un usage un peu lâche, flou et laxiste de ces termes, désir, croyance, volonté. Et précisément, cette question, peut-on mettre sur le même plan désir, croyance et volonté, renvoie au problème de la distinction des activités et des fonctions psychiques abordées dans le séminaire. Donc, je reviendrai par la suite, évidemment, à cette seconde question, désir, croyance, volonté, mais pour l'instant, je vais me concentrer sur la première question, hein, donc je vais parler dans quelques minutes qui restent. Sommes-nous libres de résister à la tentation? Cette question s'entend de deux façons, au moins. Sommes-nous libres de vouloir ce que nous voulons au moment où nous le voulons? Et deuxième question, sommes-nous libres de ne pas vouloir ce que nous voulons au moment où nous le voulons? Donc, les deux questions sont distinctes, hein. La première demande si l'on veut vouloir au moment où l'on veut. Ce qu'on demande tout simplement, tu veux vraiment ça? C'est vraiment ce que tu veux? Est-ce que tu veux vouloir ce que tu veux au moment où tu le veux? Voilà une question. Elle est peut-être, elle aussi, capillotractée, mais nous verrons par la suite. La seconde est plus intuitive. Est-ce que l'on peut ne pas vouloir ce qu'on veut au moment où l'on veut? On peut ramener les deux questions à celle de la compatibilité entre le déterminisme et la responsabilité. Chisholm donne un instrument pour traiter cette question dans le paragraphe 3 de La liberté humaine et le moi. En reprenant, dit-il, une stratégie visant à montrer que le déterminisme et la providence divine, alors je
souligne cette équivalence, déterminisme, autrement dit aussi la providence divine, sont compatibles avec la responsabilité humaine. Cette stratégie, dit-il, elle a été introduite par Jonathan Edwards, mais reprise aussi par bien des philosophes contemporains, en particulier, dit-il, par George Edward Moore, 1873-1958. Moore. Donc là, incontestablement, si nous voulons avancer, il faut jeter un coup d'œil sur le texte de Moore, parce que c'est la formulation du problème par Moore qui a fait époque, et c'est d'elle que dépend Chisholm, après tout. Et si on regarde un peu le texte de Moore, on verra que la stratégie qu'il emploie ne vise pas, en fait, prima facie, à régler le problème posé par Chisholm. Alors Moore, ça n'est pas passer de mois sur Moore, hein, mais enfin bon, Moore c'est un philosophe très important de l'époque moderne, c'est un utilitariste. Son problème est de définir en termes de plaisir causé ce qui est bon ou correct d'un côté et ce qui est mauvais ou incorrect de l'autre en matière d'action. Pour ce faire, il pose un certain nombre de principes. C'est le premier, jugé très simple et qui n'est pas le dernier mot de sa pensée, hein, mais bon, c'est sur ce point-là que s'est concentrée une partie de la discussion. C'est le premier, jugé très simple, hein, par lui, qui nous concerne ici. Donc il consiste en deux affirmations, Moore 1 et Moore 2. Hein. Une action volontaire est bonne. Donc vous voyez que le problème qu'il pose, c'est la question de savoir quand une action volontaire est bonne, quand elle n'est pas. Hein. Pas quand elle est volontaire et quand elle n'est pas. Bon. Une action volontaire est bonne chaque fois que et seulement quand l'agent n'aurait pas pu, même s'il l'avait choisi, accomplir plutôt une autre action qui eût causé plus de plaisir que celle qu'il a effectivement accomplie. Et deuxième principe, une action volontaire est mauvaise, incorrecte, inadaptée, inappropriée, chaque fois que et seulement quand l'agent aurait pu, s'il l'avait choisi, accomplir plutôt une autre action qui eût causé plus de plaisir que celle qu'il a effectivement accomplie. Alors vous voyez, n'est-ce pas, la théorie de Moore ne dit pas que l'agent en question aurait pu choisir une autre action que celle qu'il a accomplie, mais seulement que dans tous les cas d'action volontaire, il aurait pu agir différemment s'il l'avait choisi. La théorie ne concerne pas le fait qu'il aurait pu faire ou ne pas faire ce choix, hein, ni surtout le fait qu'il pouvait effectivement le faire, que le choix était à sa portée, qu'il était en son pouvoir. Hein. Moore ne s'intéresse pas à ce stade au choix effectif, aux possibilités réelles qui s'offraient à l'agent au moment où il a effectué son choix, ni à la signification éthique réelle du choix effectué. Il n'affirme rien, il s'intéresse seulement à ce qui permet de poser une action comme volontaire, en l'occurrence, et simplement le fait que pour qu'une action soit regardée comme volontaire, son agent a, ou plutôt ait eu, la possibilité d'agir autrement s'il l'avait choisi. Voilà ce que retient Chisholm de la thèse de Moore, qui était partie, je vous le rappelle, de la caractérisation de l'action bonne ou mauvaise. Mais effectivement, Moore donne ces précisions que vous avez sous les yeux. Hein, notre théorie, et ce qui légitime le fait que Chisholm s'y intéresse de la manière dont il s'y intéresse, notre théorie ne soutient pas, n'affirme pas qu'un agent aurait jamais pu choisir une autre action que celle qui l'a effectivement accomplie. Elle soutient seulement notre théorie que dans le cas de toutes les actions volontaires, il aurait pu agir différemment s'il avait choisi de le faire. Voilà la thèse. Donc rien n'est dit sur la possibilité réelle ou sur le bien fondé pratique ou sur la valeur éthique du choix lui-même.
le caractère éthique, bon ou mauvais, correct ou incorrect, de l'acte ne dépend pas de ce qu'il pouvait choisir, l'homme. Il s'agit seulement de bien définir les conditions de l'action volontaire pour ensuite, sur cette base, définir et distinguer en termes de quantité de plaisir la bonne et la mauvaise. Quant à la référence temporelle, Moore vise à l'évidence l'instant précédant immédiatement l'action, le moment du choix, celui T-1, où si le choix avait été autre, c'est une autre action qui eût été accomplie à T. Bref, la stratégie de Moore consiste à formuler les conditions de l'action volontaire pour justifier M1 et M2, les conditions de l'action volontaire bonne ou mauvaise. Donc, voici maintenant l'argument allégué mooréen en faveur de la compatibilité de la responsabilité morale avec le déterminisme, tel que le formule Chisholm, reprenant son exemple du tireur. Supposons que le meurtrier ait été causé à tirer par ce qu'il a perçu, concurremment avec ses croyances et désirs. Il avait cependant encore la possibilité suivante. Si exactement à ce moment, il avait choisi ou décidé de ne pas tirer, alors il n'aurait pas tiré. Par conséquent, si B est compatible avec le déterminisme et si A et B ont le même sens, il en résulte que A doit également l'être. L'objection conclut donc que l'agent eût pu agir autrement, même s'il était causalement déterminé à faire ce qu'il a fait, d'où il résulte que le déterminisme et la responsabilité morale sont compatibles. Alors, il nous faut reconstruire cet argument. Il y a des lettres A, B, C, ça nous a un peu échappé au passage. Donc, reprenons. Tel que le reconstruit Chisholm, la stratégie de Moore consiste à poser que la proposition « he could have done otherwise », il aurait pu faire autrement, il aurait pu agir autrement. Cette stratégie consiste à dire que cette proposition A signifie la même chose que la proposition B. If he had chosen to do otherwise, then he would have done otherwise. S'il avait choisi de faire autrement, il aurait fait autrement. S'il avait choisi d'agir autrement, il aurait agi autrement. Donc, vu sous cet angle, l'argument de Moore est le suivant. Étant donné que B, la proposition B, s'il avait choisi de faire autrement, signifie la même chose qu'il aurait pu agir autrement, étant donné que B est clairement compatible avec le déterminisme, s'il avait choisi de faire autrement, alors il aurait fait autrement. Et que A est clairement compatible avec le déterminisme, donc comme A est une des conditions de la responsabilité, le déterminisme est compatible avec la responsabilité. Chisholm ajoute que le même argument est censé... Alors, je ne dis pas que l'argument est valable, mais bon, Chisholm ajoute que le même argument est censé valoir si l'on remplace choisir par tenter, établir, décider, entreprendre, vouloir. Ce qui se connecte à notre deuxième question générale, la mise sur le même plan des désirs, des croyances et des volontés. L'argument est donc économique, et il permet de traiter les deux questions générales à la fois, au moins au niveau de la forme logique de l'argument et peut-être pas au-delà. Il a eu en tout cas, dans la version qu'en donne Chisholm, vrai ou faux, il a eu une fortune considérable. Il est à la base de la formulation de ce que Chisholm appelle lui-même le Principle of Alternative Possibilities, PAP, en vertu duquel s'opposent aujourd'hui les libertariens, les compatibilistes et les déterministes. Voilà PAP, Principle of Alternative Possibilities.
une personne est moralement responsable de ce qu'elle ou il a fait si et seulement si elle aurait pu faire autrement. Pape, le principe des possibilités alternatives, est considéré donc comme une des trois grandes formes de libertarianisme dont vous trouvez ici, sous la plume d'Eleonore Stump, une des grandes interprètes de Thomas d'Aquin dans le monde des philosophes de tradition analytique, américaine en l'occurrence. Vous avez ici les trois formes de libertarianisme, trois théories de la liberté dites libertariennes. Un agent agit with free will, avec une volonté libre, ou bien, si vous préférez, est moralement responsable d'un acte si l'acte n'est pas déterminé causalement par quelque chose d'extérieur à l'agent. C'est une thèse qu'on a déjà vue passer sous la plume de Leibniz, d'une certaine façon. Deuxième thèse libertarienne, un agent agit avec une liberté entière, with free will, ou bien est moralement responsable d'un acte si it could have done otherwise, s'il avait pu faire autrement au moment où il a fait ce qu'il a fait. Troisième thèse, un agent agit donc with free will ou bien est moralement responsable d'un acte seulement si son intellect et sa volonté sont les seules sources ultimes ou encore appelée première cause de son acte. Alors, PAP n'est pas adéquatement rendu par le principe des parties contraires, la traduction française, selon lequel on est moralement responsable d'un acte que si on avait pu agir autrement. Mais peu importe, en tout cas, ce principe PAP, a person is morally responsible for what or she has done only if he or she could have done otherwise, ce principe a des formules collatérales nombreuses. It could have been otherwise, il aurait pu en aller autrement, est un des grands sujets de discussion qui court sur toute la frise du temps philosophique, depuis le Moyen-Âge jusqu'à Francfort, qui n'est pas une ville mais un personnage, Harry Frankfurt, l'auteur du grand livre sur la foutaise en philosophie, n'est-ce pas, bullshit, enfin, bon, on reparlera de ça. Mais bon, Harry Frankfurt, 1969, a écrit un grand texte sur les possibilités alternatives et la responsabilité morale, mais bon, en dehors de ces deux extrêmes, Hobbes, Bramhall, Leibniz, Hume, tous les grands philosophes et bien d'autres ont traité de cette question. Il aurait pu en aller autrement, ou il aurait pu en être autrement. Un exemple, et on s'arrêtera là-dessus pour aujourd'hui, un exemple donc qui est Hobbes. Hobbes est le plus acharné adversaire de ce principe des possibilités alternatives, donc qui n'a pas attendu Chisholm pour être formulé dans l'histoire de la philosophie, puisque, comme vous le voyez, dès la génération de Hobbes, on mettait en cause cette affirmation. Donc, voilà ce qu'il écrit. « Je soutiens que la définition ordinaire d'un agent libre, à savoir qu'un agent libre est celui qui, quand toutes les choses sont présentes, qui sont requises pour produire l'effet, peut néanmoins ne pas le produire. » Donc, Hobbes écrit avant Leibniz, implique une contradiction et une absurdité. Car autant dire que la cause peut être suffisante, c'est-à-dire nécessaire, et que pourtant les faits ne s'en suivent pas. Alors, je vais terminer là-dessus, mais il faut que vous reteniez ce qui est évidemment en cause. Pourquoi Hobbes dit ce qu'il dit ? Eh bien, parce qu'il s'appuie sur un principe philosophique qui peut vous paraître tout à fait discutable,
à savoir que toute cause suffisante produit nécessairement son effet. Donc c'est ça qui est profondément en cause, si j'ose dire, dans cette discussion. Hobbes pense avoir démontré cela, que toute cause suffisante produit nécessairement son effet. Il identifie du coup cause suffisante et cause nécessaire, pour la raison que si une cause suffisante ne produit pas son effet, c'est qu'il lui manque quelque chose pour le produire. Et s'il lui manque quelque chose pour le produire, c'est qu'elle n'est pas suffisante. De quoi il infère que les actions volontaires sont nécessitées, faute de quoi elles ne seraient jamais produites. La même condition s'appliquant au suffisant et au nécessaire, ne manquer de rien de ce que requiert la production de l'effet. Je soutiens qu'une cause suffisante est une cause où rien ne manque de ce qui est requis pour produire l'effet. C'est la même chose pour une cause nécessaire, car s'il est possible qu'une cause suffisante ne produise pas l'effet, alors il manquait quelque chose qui était requis pour le produire, et la cause, ainsi, n'était pas suffisante. Mais s'il est impossible qu'une cause suffisante ne produise pas l'effet, une cause suffisante est alors une cause nécessaire, car ce qui est dit produire un effet nécessairement ne peut que le produire. Il est donc manifeste que tout ce qui est produit nécessairement, car tout ce qui est produit avait une cause suffisante pour le produire, ou sinon n'aurait pas été. Donc, les actions volontaires sont aussi nécessitées. Voilà le problème sur lequel vous allez pouvoir réfléchir pendant ce long interrègne qui nous sépare de la rentrée, puisque je crois que le prochain cours est dans 3 semaines ou quelque chose comme ça. Il y a des vacances entre-temps, donc vacances de pouvoir, vacances de vouloir, vacances de la vacance. Bonnes vacances et donc dans 3 semaines ou quelque chose d'approchant.